Bonsoir, ravie de vous retrouver ce dimanche soir. Jusqu'à 1h, l'antenne d'Europe 1 est ouverte pour que vous puissiez me parler de vous et de votre vie et aussi pour dialoguer avec d'autres auditeurs qui se reconnaîtront peut-être dans votre histoire ou qui voudront vous donner un petit coup de main. Paul et Jeanne sont là pour vous accueillir au 39 21 ainsi que Arnaud Henry qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez vous manifester par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Denise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, je suis ravie naturellement de vous avoir parce Moi que aussi. si je veux téléphone, c'est parce que, écoutez, c'est pour mon fils. Oui, hein. oui. Je ne comprends pas. Ça fait plus de 10 ans. Oui. Vous savez qu'il cherche. C'est-à-dire, il passe pas son temps à ça, bien sûr. Mais vous savez, à trouver une compagne. Écoutez, aujourd'hui dimanche, écoutez, je le vois presque maintenant en dépression tellement. Écoutez, je ne comprends pas. J'entends tellement des fois des jeunes femmes qui sont malheureuses ou ceci, cela. Oui. Lui, je suis sûre, écoutez, qu'il rendrait quelqu'un d'heureux. Écoutez, et puis, à chaque fois qu'il peut connaître quelqu'un, il n'y a pas de suite. Ah, il a fait quand même des rencontres, Oui. mais son problème, c'est que ça ne dure pas. À chaque fois, il est quitté? Écoutez, c'est pas que ça ne dure pas, c'est que ça Oui. ne marche pas. Ah, ça ne commence même pas. Ça ne commence pas. Et, écoutez, alors, bon, quand il y a 25 ans, là, bon, eh bien, il a vécu avec une petite jeune femme, quoi. Bien sûr, ça a duré quoi, 6 mois. Après, il Oui. en a connu une autre, ça a duré quoi, quelques mois. Mais depuis, c'est fini. Ça fait plus de 10 ans que ça dure comme Quel âge ça. a-t-il? Il va avoir 50 ans. Ah oui. Écoutez, aujourd'hui, je lui ai retéléphoné là, ce soir, là, pour lui dire, écoute Jean-Yves, je suis là, tu sais, tu m'as quand même. Ne et donnez tout pas ça. son prénom. Hein. Oui. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il se plaint auprès de vous quand vous lui dites que oui, vous êtes c'est-à-dire là que et qu'il maintenant, vous oui, a. maintenant, il est tabou, là, maintenant. Il est tabou d'être seul. C'est trop bête, hein, quand même, ça. Je vous assure, pourtant, il vit chez lui seul, quoi, bien Oui. sûr. Alors, écoutez, il s'arrange bien, enfin, vraiment, écoutez, c'est... Je suis désolée. Je ne Oui, suis ça vous désole de voir que vous le sentez malheureux. Ah oui, écoutez, oui, là maintenant. Écoutez, ce soir, je lui ai téléphoné, Jean-Yves, je suis là, Jean-Yves. Ne donnez pas son prénom, Oh, c'est pardon, préférable, excusez-moi, hein. oui, C'est bien sûr, préférable je sais. pour voilà. Je sais, excusez-moi, oui. Oui, oui. Voilà. C'est pour vous. Et donc, oui, voilà. Et c'est trop bête, écoutez, quand je... Oui, alors quand vous l'avez appelé ce soir, c'est-à-dire qu'il évoque ce sujet, Oui. le fait que son célibat Oui. lui pèse. Oui, ce soir, il m'a redit, je le vois, oui, il m'a dit, oh, tu sais, j'ai pas de bol, vraiment, j'ai pas de bol, parce que il pensait, là, que ça allait peut-être marcher. Il était sur un projet. Il avait. C'est-à-dire qu'il avait, avec Internet, Oui. vous savez, il s'était trouvé quelqu'un, il disait, oui, elle me plaît. Mais Oui. c'est quoi? C'est une question de 2 semaines. Alors là, maintenant, il est vraiment désolé, là. Mais pourquoi il est désolé? Parce qu'il n'a pas pu la rencontrer, cette femme? Il l'a rencontrée, c'est parce qu'il n'y a pas de suite. Personne, Oui. écoutez. Mais qu'est-ce que, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de suite? Est-ce qu'il va au rendez-vous Oui, il sur va Internet au ou est-ce qu'il rendez-vous. communique seulement par Internet? Il va au rendez-vous, oui, il se au voit une rendez-vous. première fois et après, il n'y a pas de suite. Après, on lui trouve. Qu'est-ce qu'on lui trouve? Ah, alors ça, je ne sais pas trop, hein. Ça, je ne sais pas trop. Ça, il ne vous le dit pas. Non, Pourquoi il n'y a pas de suite? Non, pourtant, voilà. Écoutez, et là, je vois que là, il est tabou, là, maintenant, hein. C'est pour ça que je me suis permis Oui, parce que je vous demandais son âge, parce que qu'est-ce qui fait qu'à 50 ans, Oui. subitement, ça devient une urgence, puisque Oui, on pourrait se demander, est-ce qu'il a réellement envie de vivre en couple? Oui, il voudrait, parce que ça fait plus Pourquoi de ça ne s'est pas fait plus tôt? Ça fait plus de 10 ans que de temps à autre, comme ça, il fait Internet.
Ça fait plus de 10 temps ans, à autre. Caroline. Oui, mais si c'est ça. Est-ce qu'il a une recherche assidue ou est-ce que de temps en temps ça lui prend, il se dit tiens, je vais essayer d'aller sur internet et il se décourage vite parce que vous savez sur internet, enfin vous ne savez peut-être pas, mais il faut alors, parfois avoir plusieurs comme ça relations, même parfois en parallèle au début, avant de peut-être avoir la chance. Il y a aussi un facteur chance. C'est comme dans la vie de rencontrer la personne qui va nous correspondre. Oui, c'est-à-dire que je suppose, parce que comme je ne vis pas avec lui, bien sûr, je suppose qu'il ne doit pas passer son temps à... Il doit pas passer son temps, je suppose. Vous ne savez pas, oui. Mais est-ce que il a toujours donc là il vit seul, il a une activité professionnelle. Oui. Bon, est-ce qu'il a des amis en dehors? Est-ce qu'il sort un petit peu? Non. C'est pas. Il est devenu solitaire, quoi. Il est devenu taciturne, ce qu'on pourrait dire. Il est devenu ou c'est un petit peu son tempérament? Écoutez, je ne crois pas que c'était son tempérament parce que quand il était plus jeune, si vous voulez, il recevait des fois chez lui, hein, et tout que depuis longtemps il ne le fait plus, quoi. Oui. Non, il n'a pas d'amis et tout ça, non. Oui, il ne voit personne en dehors, il ne fait pas de sortie en dehors de son travail. Non, c'est-à-dire que l'été quand même, vous savez, il va avec un organisme, vous savez, pour partir en vacances avec des messieurs, avec des gens de son âge. Hein, mais il part une semaine, vous voyez. Ah oui, il part pas beaucoup. Sinon, il sort avec moi, vous voyez. Il sort avec vous? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est-à-dire que on va peut-être au restaurant ou de temps à autre on va voir un spectacle, quoi, parce que ça m'ennuie tellement de le voir dans cet état-là, si vous voulez, des fois que... Hein. Oui, et écoutez. Quand il est fils unique? Oui. Il est fils unique. Oui. Il a vécu chez vous jusqu'à quel âge? Non, justement. Écoutez, il est parti, il avait dans les 22 ans. Oui, il est parti jeune. Vous voyez, il avait 22 ans et même comme nous avions qu'un enfant, si vous voulez, nous avons fait du camping, etc., 22 ans. Il est allé chez lui. Vous voyez, parce que justement, on a fait en sorte avec mon époux de ne pas l'avoir... de ne pas être... Oui, vous l'avez laissé s'envoler. Oui, vous l'avez laissé s'envoler. Oui. Est-ce qu'il a eu une déception sentimentale? Parce que vous me parlez d'une relation qu'il a eue quand il était jeune. Oui, mais je ne crois pas. Déception, non, je ne crois pas qu'il reste avec une déception. Non, il ne l'évoque pas. Il ne dit pas qu'il est resté marqué par un chagrin d'amour. Non. Et puis je ne crois pas, vous voyez. Non. Il vous a présenté parfois ses petites amies? Pardon? Il vous les a présentées parfois, ces petites amies? Oui. 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 Et vous voyez, ça fait 10 ans que, alors là, il n'y a plus rien, quoi. Et pourquoi 10 ans? 10 ans, donc il avait 40 ans? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est trouvé un petit peu à vivre avec une petite jeune femme, quoi. Oui. Si vous voulez, et puis alors comme c'est à ce moment-là, vous savez que j'ai perdu mon épout et tout, donc ça a été un moment, vous savez que ça n'allait pas trop, et alors elle l'a quitté, quoi. D'accord, donc à ce moment-là, il a été quitté par cette femme et il a perdu son père aussi. Voilà, c'est ça. Et puis après, donc il a repris sa vie, vous savez. Alors donc, il a eu du mal à se remettre peut-être de tout ça. Non, il a du mal, si bien sûr, il y pense, mais je ne crois pas quand même que son papa est une... Non, ah bon? Vous pensez que ça l'a pas affecté plus que ça? Voilà, non. C'est étonnant. Il n'était pas proche de son père? Comment? Il n'était pas proche de son père? C'était son papa, si bien sûr, il l'était, mais enfin, comme ça fait faire 10 ans que j'ai perdu mon mari, vous voyez, donc depuis, alors, Est-ce que là, il a été très présent pour vous? Comment? Il a été très présent pour vous? Oui, alors pour moi, par contre, il est présent, quoi. Disons comme ça que nous déjeunons ensemble tous les dimanches, quoi. Oui, voilà. Oui. Écoutez, 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 il a une activité. Écoutez, enfin, bien sûr que vous allez me dire que c'est mon fils. Écoutez, il est pas... Il prend soin de son apparence? Comment? Il est bien de son apparence, oui. Et puis,
Vous vous rendez compte? Il en prend soin, oui. Il prend Alors, soin de lui. Pas. Et alors, donc, je crois que... Mais vous lui posez, vous, la question? Vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il a envie d'être avec quelqu'un? Vous voyez, comme aujourd'hui, donc je l'ai vu aujourd'hui, je lui dis, mais écoute, je ne comprends pas parce que tout le monde trouve quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui, je lui ai dit ça. Non, tout le monde non, trouve quelqu'un. pas fort. Non, Denise. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires. Elles tendent même à être majoritaires maintenant presque par rapport au couple. Ah bon, vous n'êtes pas étonné de m'entendre parler de ça? Non. C'est pas si simple. Mais cela dit, c'est tout un parcours aussi. Après, on peut voir sociologiquement pourquoi, mais après, ça n'empêche pas de voir une analyse plus personnelle de cette situation. Votre fils, semble-t-il, a eu des histoires quand même. À un moment, il a vécu en couple. Oui. Bon, donc c'est pas ça. Il y a eu des moments où ça a pu se concrétiser. Oui, vous voyez, et puis, 35 à... Oui. Et puis, c'est pas anodin. À 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est quand même passé une chose importante, c'est-à-dire il a perdu son père. Oui. À ce moment-là, il devait être certainement, vous m'avez l'air de dire un peu moins bien, et ce qui fait que sa compagne l'a quitté. Oui. Oui, il y a eu un enchaînement quand même de deuil qu'il a peut-être pas bien surmonté. Oui. Et puis, il a aussi un rôle particulier auprès de vous. Oui. Il s'occupe beaucoup de vous, et d'autant plus que votre mari n'est plus là. Oui. Ah oui, vous pensez que donc il se croit, il pense qu'il faut qu'il me protège. Alors je ne sais pas parce que moi je ne suis pas dans la tête de votre fils, donc je ne peux pas savoir ce qu'il croit, ce qu'il pense. Lui seul pourrait le dire. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il sait déjà parce que vous étiez très proche, je pense, semble-t-il. Oui. C'est ça. Oui. Et je pense qu'à ce moment-là, oui, il a pu se sentir un peu investi de cette mission, de vous protéger, de prendre soin de vous, et que oui, mais pourtant, oui. C'est possible. Oui. C'est possible. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, vraiment là, j'ai peur que. Écoutez. Vous avez peur de quoi aujourd'hui? J'ai peur d'une dépression. J'ai peur. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça, qu'aujourd'hui il pourrait être en dépression? Il est parti, vous voyez. Donc, je sais qu'il s'est couché. Écoutez, vers 8h30 aujourd'hui. 8h30, il m'a dit, je vais me coucher. Et tout ça. Mais chez lui, par téléphone, parce que quand je lui ai dit au Jean-Yves... que j'ai dit à mon fils... écoute, ça n'a pas l'air d'aller, choses comme ça. Il me dit, je vais me coucher, tout. C'est pas habituel. Habituellement, il se couche pas à cette heure-là, quand même. Voilà, mais non, bien sûr. Vous pouvez être peut-être un peu fatigué, mais fatigué de quoi? Puisque finalement, le problème, c'est qu'il semble très isolé. Les sorties qu'il fait, c'est avec vous. Voilà. Il y a un problème. Oui, mais bien sûr. Qu'il vienne déjeuner avec vous, le dimanche, que vous fassiez des sorties de temps en temps, c'est une chose. Mais un homme de 50 ans, il pourra trouver un équilibre. Il faut quand même qu'il ait un autre horizon que son travail et sa mère. Voilà, tout à fait. Mais c'est ce que vous dites. Mais vous en êtes consciente, oui, je sais. Bien sûr, j'en suis désolée, vous savez. Alors peut-être qu'il faudrait lui dire en tout cas que ça serait, si vous le sentez un peu malheureux, vous pouvez lui poser la question. Qu'est-ce qui en ce moment tu es un peu déprimé, qu'il se fasse aider, qu'il en parle, qu'il reste, parce que c'est peut-être son tempérament aussi d'être, de pas trop sortir, de pas aimer trop les contacts avec les autres. Hein. Mais s'il ne mise que sur Internet, il peut trouver, mais il faudrait aussi. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose qu'il aime faire, une activité Ah bah si, il aime peindre. Alors ça, si vous voulez, il court chez lui quand il a fini son travail et tout ça, il court chez lui pour peindre. Et pourquoi il participerait pas à des ateliers de peinture? Mais on n'en trouve pas, je n'en trouve pas, nous n'en avons jamais trouvé. Non mais c'est à lui de chercher de toute façon. Il est grand, c'est lui qui doit chercher. Bon, vous êtes dans une petite ville? Oh non. Non. C'est bizarre parce que en général dans les villes moyennes ou les grandes villes, c'est des activités qui sont assez proposées, des ateliers de peinture. Non, il n'a jamais trouvé, vous savez, un endroit que ça serait ce qu'il voudrait faire. Vous voyez, il avait commencé une fois, mais c'était pas en rapport à ce qu'il voudrait lui. Mais est-ce qu'il a vraiment envie?
C'est ça, c'est pas forcément, voilà, c'est ce que en vous écoutant, je me dis peut-être il a pas forcément besoin d'avoir une vie sociale. Il est un peu, comme vous dites, taciturne. Oui, voilà, oui, parce que vous le voyez, vous savez, bonjour, enfin, il n'a pas peur de causer à quelqu'un et tout ça, enfin. Oui, savez, oui, d'accord, il a quand même un contact assez facile. Alors, oui. Vraiment, écoute. Bon, peut-être qu'il est aussi pas bien en ce moment pour d'autres raisons que pour ça, et que vous pensez que c'est parce que il ne trouve pas l'âme sœur. Oui. Bah, peut-être qu'il a d'autres problèmes. Est-ce que c'est pas vous qui voulez à tout prix qu'il soit en couple? Est-ce que lui dit non, vous savez, Caroline, moi ce que je voudrais qu'il soit heureux. C'est tout. D'accord, vous lui avez dit? Oui, et puis là, non, parce que aujourd'hui, vous voyez, il m'a dit parce que la personne qu'il avait vue, là, ces derniers temps, vous savez, qui lui déplaisait pas physiquement, eh bien, lui a dit que non, que ça pouvait pas, il pouvait pas être un amoureux, elle pouvait pas être amoureuse de lui, mais par contre, elle lui a fait des compliments, il m'a dit pour peut-être sa personne, si vous voulez, voyez. Mais elle lui a dit que non, qu'elle pourrait pas continuer. Mais vous pensez pas que c'est ça qui l'a un peu déprimé aujourd'hui? Certainement. Oui, c'est ça. Certainement. Là, il est déprimé pour ça. Oui. Ah oui. Oui. Oui, vous avez raison, Caroline. C'est certainement, voilà, si aujourd'hui il avait mis beaucoup d'espoir, ça fait peut-être des semaines, voire des mois qu'il correspondait, il se rencontre et cette jeune femme lui dit que, bon, non, ça pourra pas être un amoureux. Et c'est vrai que parfois, on peut comme ça beaucoup fantasmer sur Internet, et puis quand la rencontre réelle a lieu, et ça n'a rien à voir avec les qualités de la personne ou le physique, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Et c'est vrai qu'on le sait si d'emblée on va éprouver du désir pour cette personne ou pas. Bon, ou parfois on a tellement fantasmé, tellement idéalisé l'autre que la réalité n'est pas comme dans notre rêve. Bon, et votre fils n'y est pour rien. Et ça, simplement, il doute de lui, s'il n'a pas tellement confiance en lui, il y a des personnes pour qui, lorsque dans la rencontre, dans la réalité, se fait pas bien, ça les met en vrac, ça les met à terre. Oui, peut-être. Donc peut-être qu'il a eu pas mal de déconvenues. Peut-être, oui. Et que du coup, il a l'impression que aucune femme ne pourra l'aimer. C'est vrai ce que vous dites. Oui. Alors, il faudrait peut-être à ce moment-là qu'il continue ses recherches sur Internet, mais que dans la vie aussi, dans la vie réelle, il essaie un peu de se lier à d'autres, ne serait-ce que pour avoir des connaissances, pour pouvoir sortir un petit peu, pouvoir partager des moments avec d'autres, et puis ça élargirait son cercle autour de lui. Oui. Et vous savez, j'aimerais le voir. Oui. Mais alors, il faut pas toujours lui dire que vous voulez à tout prix, que vous aimeriez le voir, en couple, parce que si lui il a des difficultés, ça va le renvoyer au fait qu'il se sent incapable. En revanche, quand vous dites que vous aimeriez le voir heureux, ça c'est important. C'est-à-dire que vous vous rendez compte. Est-ce que vous dites j'ai le sentiment que tu es pas vraiment heureux, mais laissez-le développer pour voir, vous c'est votre sentiment, mais lui qu'est-ce qu'il peut en dire. Et puis à ce moment-là, s'il dit non, qu'il lui manque, qu'il aimerait trouver une compagne, vous pouvez lui dire que c'est important qu'il s'occupe de sa vie, que vous l'avez faite votre vie. Ça ne veut pas dire il va pas de toute façon du jour au lendemain ne plus être présent pour vous, parce que c'est un fils aimant, tendre et affectueux d'après ce que vous décrivez. Mais peut-être que ça le rassurerait aussi de vous entendre dire que votre vie vous l'avez faite, vous l'avez vécue, et que vous aimeriez comme vous le dites, qu'il soit heureux, et donc ça veut dire qu'il s'occupe de lui, qu'il s'occupe de sa vie, qu'il la prenne en main, et que s'il a le sentiment qu'il doute de lui, qu'il manque de confiance en lui, que c'est peut-être aussi ce qui le gêne lorsqu'il fait une rencontre, qu'il sait pas très bien comment se comporter, que ça serait bien qu'il se fasse un peu aider, avoir même un soutien psychologique, qu'il puisse avoir quelqu'un d'autre à qui parler que vous, parce que il y a des choses certainement, même s'il est très proche de vous, qu'il ne peut pas aborder. Oui, parce que vous savez, Caroline, je ne m'occupe pas du tout de son intérieur, de son ménage, ni quoi que ce soit. Vous savez, je suis pas du tout une mère. Oui, possessive, intrusive. Oh là, pas du tout, hein. Oui. Pas du tout. Il habite à côté de chez vous?
Oui, pas très loin, quoi. Pas très loin, mais vous savez, on ne se voit pas. Oui, c'est ça, il vient déjeuner avec vous. Oui, non, mais j'ai compris. Oui, j'ai compris. Il est... Oui. Donc, bon, cela dit, il faut peut-être aussi qu'il recherche par rapport, puisqu'il aime peindre, il pourrait, c'est quand même, cette passion, il pourrait la partager avec d'autres. Ça vaut le coup quand même de se renseigner auprès de la mairie. Vous pourriez lui en reparler, parce que même, comme dit Cathy, la passion de l'art, c'est solitaire, mais les ateliers, on en trouve quand même beaucoup. Et ça pourrait lui permettre des rencontres intéressantes pour lui. Oui. Ça lui ferait déjà un peu sortir de sa solitude. J'aurais besoin, oui. Alors il y a Sergio qui dit, c'est peut-être un ours, hein, comme moi, on est bien dans notre terrier, et puis les oursons font mal parfois. Ah oui, c'est ça. Mais bon, surtout qu'on hiberne là, hein, c'est ça en hiver. C'est la saison, mais bon, il faut préparer le printemps quand même. Ah oui. Un petit peu. En tout cas, vous pouvez lui dire que la semaine prochaine, dimanche, justement prochain, on fera une émission sur les rencontres amoureuses par Internet. Oui. On en parlera puisque je vais recevoir un psychanalyste, Pascal Couder, qui a écrit un livre à ce sujet, L'amour au coin de l'écran. Oui. Donc peut-être que vous pouvez parler à votre fils de cette émission. Oui. Sur quels sont les codes un peu sur Internet, les pièges à éviter, qui va sur Internet, comment le profil, des questions très pratiques. Oui. Et peut-être que ça pourrait l'aider. Et puis qui sait, peut-être qu'il aura envie d'appeler. Bien Mais sûr. En tout cas, vous pouvez lui parler de cette émission, puisque lui va beaucoup. Dimanche soir, pareil. Oui, dimanche soir, pareil. D'accord. Oui, bien sûr. Entre 23h et 1h, donc peut-être que ça pourrait l'aider, et puis d'entendre des témoignages aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui, ça peut que lui. Oui. C'est très bien. Si, j'écouterai. Voilà. Dites-lui, vous pouvez lui en parler. Bien sûr, absolument. Alors, voyez, vous dites, tout le monde rencontre tout le monde. Non, il y a Yannick qui écrit « Courage à votre fille, je suis exactement dans le même cas, plein de tentatives d'approche, mais ça n'aboutit jamais à rien. » dit Yannick, il est très difficile de comprendre la mentalité des filles d'aujourd'hui. Après, il y a autant de filles que de personnalités différentes. Hein, oui, ça bien sûr. Mais donc, votre fils n'est pas seul dans ce cas. C'est pas toujours simple. Oui, ça fait plaisir à entendre, hein. Alors, il y a First Lisa qui dit il y a des maisons de la culture aujourd'hui. Donc là, je pense que certainement, il pourrait être en contact avec des artistes, aller à des expositions. Parce que ça aussi, aller à des expositions, il y a des vernissages. Il suffirait qu'il soit inscrit par rapport quand même à cette passion qu'il a, la peinture. S'il se mettait un peu dans un réseau, il suffirait d'une fois où il va à une exposition, après il met son nom, le réinvite à une autre. Il y a des vernissages, c'est l'occasion de rencontrer des personnes. Et s'il doute un petit peu de lui, de parler déjà peinture dans un premier temps. Et puis plus si affinité. Ah oui, d'accord, des vernissages et tout ça. Oui, c'est ça, aller voir un peu ce qui se fait dans les alentours en tant qu'expo. Oui. Il a quand même ce point, ce goût pour la peinture qui est un plus. Oui. D'accord ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que disons que c'est toujours pareil, quoi. Aller tout seul. Quand on est tout seul. Ah oui, mais au départ, on commence. On commence comme ça, On commence un petit peu. Caroline. Et puis... il aura, quand on a un centre d'intérêt, mais vraiment important, profond, on n'est pas vraiment tout seul parce que ça permet de parler. C'est pas comme dans un site où on va pour se rencontrer où il faut parler de soi. Oui. Là, il peut commencer à parler peinture déjà. Oui. Voir ce qui est exposé, parler. Bon, vous dites qu'il a un contact plutôt facile avec les gens. Donc après tout, dans un vernissage, vous savez, chacun est là, on prend un petit verre, on regarde, on discute un peu, et puis il peut faire des rencontres intéressantes. C'est ça, c'est exact. Mais il faut qu'il sorte un peu de son terrier, comme dit Sergio là. Bien sûr. Oui, ça, d'accord. D'accord, merci. Et puis parlez-lui de dimanche prochain parce que ça pourra, je pense, l'intéresser. Sûr. D'accord, Denise ? Merci, Caroline. Je vous embrasse. Merci. Au revoir, Denise. Au revoir. Un petit message au 7 39 21 de Meg qui me dit « Je suis comme le fils de Denise, les rencontres sur Internet me déçoivent et je suis devenue solitaire par la force des choses. Je suis divorcée et j'ai 56 ans. » Dommage que ce ne soit pas le fils de Denise qui a appelé parce qu'on aurait pu vous mettre en relation, ma chère Meg. Et alors, en tout cas, vous aussi, je vous propose, si vous êtes disponible dimanche prochain, d'être
d'être à l'écoute, puisqu'on va faire une émission sur les relations amoureuses par Internet, en présence de Pascal Couder, qui est psychanalyste. Alors si grâce à Internet vous avez fait une belle rencontre, si au contraire vous allez de déconvenu en déconvenu depuis que vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ou vous avez découvert que votre conjoint avait une liaison virtuelle sur Internet, vous êtes tombé amoureux par mail et vous avez eu une mauvaise surprise lors de la rencontre, vous avez une liaison virtuelle et vous repoussez toujours le moment de la rencontre par peur d'être déçu ou de décevoir, vous ne tombez que sur des cas depuis que vous êtes inscrit sur Internet. Vous échangiez des mails dans le cadre professionnel et petit à petit, ils ont pris une tournure plus intime. Vous pouvez m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr en indiquant votre prénom, votre numéro de téléphone et comme ça, on pourra vous rappeler dans la semaine si vous souhaitez témoigner dimanche prochain. Alors, un autre message qui arrive qui dit « Mais non, tout le monde n'est pas casé à 50 ans, parfois c'est un choix. Pourquoi suivre la norme que la société nous impose ?» De moins en moins, cela dit. Mais c'est vrai, vous avez raison qu'il y a encore une pression sociale pour les personnes qui ne sont pas en couple passé un certain âge, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle au sujet de ma fille et je voulais vous donner aussi quelques nouvelles parce qu'en l'espace de je crois que mon dernier appel c'est il y a 2 ans. Oui. Et je voulais avoir je ne sais plus comment me comporter avec ma fille. Elle a 26 ans. Oui. Et quand elle va pas bien, elle me harcèle au téléphone. Et c'est comme elle lui remet un disque rayé qui tourne toujours la même chose avec ses reproches et tout. Et quand j'en ai marre, je raccroche. Ou alors je lui dis carrément le mot. Est-ce que je peux le dire? Oui. Tu me fais chier. Ah oui. Ah ouais. Carrément, à 26 ans, je trouve que c'est trop là. Elle fait rien. Bon, alors pour vous situer un peu, j'ai 2 enfants. Le garçon me pose pas de problème. Il a 6 ans de plus qu'elle, il a 32 ans. Elle, depuis l'adolescence, elle a 26 ans, c'est-à-dire depuis je sais pas combien de temps qu'elle fait rien, qu'elle me pose que des problèmes. Et elle a été, mais quelqu'un qui va très très mal, hein. Puisque à 17 ans et demi, elle m'a quitté pour vivre avec une personne de 40 ans parce qu'elle recherchait constamment son père. Elle ne le connaît pas, son père? Oui, elle le connaît, mais il se désintéresse de elle. Et puis, il y a quelques années, je sais pas, 3 ans ou 4 ans, il l'a rejetée. Parce qu'elle boit, parce que... Il veut pas dire. Donc il n'a pas jamais été présent pour elle? Non, c'est quelqu'un d'immature, mais même c'est pas que pour elle, parce que c'est ce que je disais. Avant mes 2 enfants, c'est le même père. Avant mes 2 enfants, la dame qui était enceinte à 8 mois, il a rejeté la dame et l'enfant. Attendez, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il a eu des enfants avant vous? Oui, un seul qui s'est jamais occupé. Oui. Voilà. Après, il y a eu les 2 miens. Il s'en est jamais occupé, voilà. Et il s'est remarié. Il a 2 autres filles. C'est quelqu'un qui est absent, puisque aussi une des filles a des problèmes aussi, comme Flora. Ne donnez pas de prénom. Hein. Je vais le dire de façon générale. Ouais, évitez de donner des prénoms. Il ne faut rien qui permette d'identifier. Je vous pose pas de questions, souvent de vous appeler et tout, parce que c'est pour vous. Mais le mieux, c'est que vraiment on ne puisse pas identifier. Je le dis, c'est pas pour moi. Hein. C'est vraiment pour préserver un relatif anonymat. Donc voilà, maintenant elle n'en parle plus, elle le recherche pas, elle l'a rejeté. Et elle veut pas non plus voir ses demi-sœurs, parce qu'elle a dit, c'est comme... Enfin bon, son frère, et pendant toutes les années qu'elle allait mal, il a fui à l'étranger, parce qu'il peut pas l'aider, il est trop impliqué sentimentalement. Oui, c'est pas à lui de l'aider, oui. Non, il pouvait pas. Donc il y avait que moi j'ai été là. Vous êtes sa mère. Oui, oui, je suis sa mère. Et j'étais là, quoi.
Mais comment vous dire? Bon, alors, elle allait très très mal et maintenant, elle s'en est sortie. Elle s'est sortie de l'alcool et de la drogue? Oui, exactement, parce que vous savez qu'il faut pas oublier en quelques mots son passé. Elle a quand même eu, moi je dis 4 tentatives de suicide, mais qu'elle a toujours nié. Et elle m'appelait au téléphone, et heureusement que je payais toujours le portable, parce que elle m'appelait au téléphone et que j'arrivais tout de suite. J'ai fait 6 Comment ça, elle peut nier les tentatives de suicide? C'est-à-dire qu'elle absorbait des médicaments avec le temps, dire non, elle a dit non, c'est parce que j'avais trop bu, j'étais saoule, je sais pas ce que je faisais. Mais pour moi, c'était des tentatives, puisqu'à chaque fois, on appelait les pompiers. L'alcoolisation à outrance, certains psys qui s'occupent de jeunes disent que c'est une forme de suicide, oui. Oui, non, puis elle a été dans l'errance, et puis dans l'autodestruction totale. Parce que je l'ai fait faut pas oublier que je l'ai fait dès que je mettais la main dessus ou qu'elle allait très très mal, j'ai fait 6 hospitalisations à vie, à tiers, non. À la demande d'un tiers. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, moi je dis maintenant, maintenant, avec le recul, c'est ça qui lui a sauvé la vie, hein. Parce que 15 jours, il la gardait, il la stoppait et tout. Oui. Bon, c'est vraiment ça qui lui a sauvé la vie, hein. Certainement, oui. Ah oui. Indéniablement, même elle dit non, parce qu'il y a 2 ans ou 1 an, elle dit oui, on me mettait, on m'enfermait, mais j'avais un problème d'alcool, on réglait pas mon problème d'alcool. Oui, mais non, pas sur le moment, mais on l'a protégée d'elle-même. C'est vrai que c'est plus long pour régler un problème d'alcool. Il n'y a pas d'autre lieu. Oui, parfois pour protéger la personne d'elle-même, et il n'y a pas d'autre choix. Non, et puis je vais vous dire, c'est le parcours du combattant, de vous la faire hospitaliser, je vous dis pas. Et d'ailleurs, on me disait et tout, à chaque fois que plus vous l'hospitaliserez, et plus elle arrivera à comprendre qu'elle avait un problème. Et c'est vrai, effectivement. Oui. Bon, après, il fallait vite régler son problème d'alcool, parce qu'alors là... Elle a commencé à s'alcooliser à quel âge? Quand elle m'a quitté à 17 ans et demi, elle buvait pas. Elle a dû commencer à 6 mois quand elle s'est mise après avec le monsieur. Il avait une cave, elle travaillait pas, elle voulait rien faire, elle passait son après-midi à boire un verre, et puis après l'accoutumance. Et puis voilà. Et puis après, au bout de 2 ans, lui, il sait plus comment se sortir de cette situation-là. Et la drogue, qu'est-ce qu'elle prenait? La drogue, elle, déjà, quand elle était adolescente, elle prend du cannabis. C'est comme ça qu'elle a commencé à l'école. Oui. Elle a rien fait, elle a décroché en 3e. Et puis après, quand elle s'est mise avec ce monsieur-là, ce monsieur, il travaille, mais le week-end, c'est quelqu'un qui fume que du cannabis. Ah oui. Alors ça n'arrangeait pas. Ça l'aidait pas, non? Ah non. Après, elle a arrêté d'elle-même le cannabis, mais elle a remplacé par l'alcool, ce qui fait qu'elle a remplacé un autre truc par un autre truc. Et puis en 2007, alors elle est complètement dans la cocaïne. C'est-à-dire il y a 5 ans, on est en 2012. Oui. Là, elle maîtrise plus rien du tout. Actuellement, elle prend toujours de la cocaïne? Non, elle en est sortie. Non. En 2007, pour vous expliquer un peu son parcours, elle était complètement dans la cocaïne. Elle qui dit qu'il maîtrisait tout et tout, mais alors rien du tout. En 2007, c'était l'enfer. Quand elle venait sur mon lieu de travail, j'avais installé un lit de camp. Je mettais un rideau. Elle dormait pendant 3 jours, 4 jours. Elle mangeait, elle se retapait et elle repartait. J'ai vécu pendant 1 an comme ça. Après, ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'elle a suivi quelqu'un, elle est partie à l'étranger. À l'étranger, il n'y a pas de drogue, parce que dans les nuits parisiennes, elle n'avait pas d'argent. Mais il y a de la drogue partout, même à l'étranger. Dans les nuits parisiennes, il y avait de la drogue. Non, mais même à l'étranger, il y a de la drogue partout. Dans les appartements, non, où elle est partie à Dubaï, il n'y a pas de drogue. Mais c'était l'alcool. Ah oui. C'était l'alcool. Elle a remplacé la cocaïne par l'alcool. Enfin, de toute façon, c'est des polytoxicomanies, quoi, alcool. Ah oui. Alors. Comment elle en est sortie alors? Alors justement, je vous explique. Oui. Alors en plus, c'est une enfant qui est une dissimulatrice. Parce que moi, j'ai pas compris tout de suite, hein. Parce que entre. Ça va souvent avec les dépendances, les addictions de ce type. Très très intelligente, dissimulatrice. Ça, c'est symptomatique des addictions, hein. Comment? C'est symptomatique des addictions, la dissimulation. C'est pas. À côté de la plaque. Elle m'appelait, elle me téléphonait que quand elle était bien, je voyais rien. Et puis quand tous ses contacts ont été abîmés à l'étranger, qu'elle a elle sait plus où aller ou quoi, elle est bien obligée de revenir ici en France.
D'ailleurs, son frère a été la rechercher à Dubaï. Elle est incapable de reprendre l'avion ou quoi. Enfin, il a été catastrophé. Moi, je me rappelle. Alors, comment elle a quand même surmonté ces alors, elle est revenue en là. France et là, de elle-même, je me souviens, elle est arrivée une nuit ici. Elle m'a dit, je veux que tu m'accompagnes, je veux aller à l'hôpital. Et moi, je comprenais rien, mais j'ai dit, mais attends, le lendemain, pourquoi vite comme ça? Elle m'a dit, non, maintenant. Bon, on a appelé, et puis Sainte-Anne a dit, bon, venez. Oui. On l'a accompagné, et puis après, quand ils ont vu son comportement et tout, dans une pièce à côté, ils m'ont dit, bon, madame, signez un papier. C'est là que j'ai commencé à comprendre le vrai truc. Il m'a dit, écoutez, signez un papier comme quoi on va la garder, parce que demain, elle aura changé d'avis. Oui, c'est possible, oui. Oui. Et puis, bon, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte de l'ampleur du désastre, quoi. Parce que moi, je m'en étais pas rendu compte. Alors, depuis... ça, donc, elle a été soignée à l'hôpital Sainte-Anne. Et puis après, c'est dans notre secteur où on habite. Parce que Sainte-Anne, non, elle n'était pas dans le secteur. Oui. Alors bon, 6 hospitalisations. Oui, ça vous me l'avez dit. Et alors là, aujourd'hui, vous dites qu'elle va mal, mais alors qu'elle est sortie de ces polytoxicomanies. Avec un médicament et tout, par force et tout, ça a été le parcours du combattant qu'on a cherché quelqu'un suite à un livre qui lui a fait prendre ce médicament et qui a accepté de la prendre suivant des décharges qu'elle a signées et qu'elle veut, mais moi je l'accompagne. Et elle travaillait pas, ça a été très très difficile et tout, parce qu'elle peut pas travailler, elle peut rien faire. Donc elle s'en est sortie. Bon, c'est formidable déjà. Elle a trouvé une ancienne connaissance. Elle a le désir d'en sortir. Paris, pour pas que des gens, parce qu'il y a des gens qui essayaient de la refaire tomber à chaque fois. Les influences, oui. Oui, alors donc elle est partie en dehors de Paris très bien, pendant 8 mois, 9 mois, elle s'est refait une santé. Bon. Après quand donc elle est en bonne voie là. Oui, quand elle a commencé à reprendre ses esprits, la personne ne lui correspondait pas, rien du tout. Elle est revenue dans l'appartement et tout. Bon, ça a été et tout. Mais seulement, ça c'est avant les 25 ans. C'était au mois de juin. Il faut qu'on avance. Qu'est-ce qui vous pose problème là aujourd'hui, puisque vous nous avez décrit un peu le contexte? Je lui mets pas de pression. Elle ne fait rien. Elle travaille pas. Il y a rien qui l'intéresse. Elle restait un peu tranquille. Elle restait chez elle. Elle prend plus aucun médicament. D'accord. Non. Elle est sujette un peu à des dépressions, mais pas trop parce qu'elle se force. Et puis, pourquoi ? Parce que là, 2 week-ends, elle est repartie voir encore une connaissance. Et je vois bien que quand elle reprend quelque chose, qu'elle touche à quelque chose, je vois bien qu'elle est plus pareille. Je la connais complètement. Et on peut rien lui dire. C'est pour ça que je vous dis, elle réentame. Donc vous avez peur qu'elle replonge, là ? Vous pensez qu'elle replonge? Ça fait déjà 2 week-ends, oui, parce que même là, tout à l'heure, elle m'a appelé, elle m'a dit demain, je viens pas manger. Donc toujours, elle met plusieurs jours à s'en remettre. Bon, ça fait déjà 2 week-ends de suite. Moi, elle va pas me refaire revivre encore tout ce qu'elle m'a fait revivre. J'en ai marre. Ben, ça se sent, oui. Oui, j'en ai plus que... Oui, on sent que vous n'en pouvez plus, que vous êtes très en colère. Bon, ça va. Oui, et puis écoutez, à 26 ans, elle fait rien. C'est une grosse feignante. Elle a un poil énorme dans la main. Bon, comment la faire réagir ? Est-ce que c'est bon ce que je fais de lui raccrocher comme ça quand elle commence toutes ses récriminations? Je lui raccroche au nez. Je sais que c'est violent, mais faire quoi? C'est violent et surtout les paroles que vous utilisez. Je ne peux pas parler. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est alcoolisée quand elle vous appelle? Non. Non. Qu'elle a pris un peu quand même. Parce que vous savez, quelqu'un qui a été dépendant comme ça, vous ne savez plus maintenant. Moi, elle n'est pas à côté de moi. Non, mais vous dites qu'elle vous appelle quand elle va mal. Donc, c'est ce que vous m'avez dit. Elle vous harcèle quand elle va mal. Non, attendez, je la vois tous les jours parce qu'elle vient manger chez moi sur mon lieu de travail. Donc je la vois toujours. Mais chez vous ou sur votre lieu de travail? Parce que moi je vis dans mon lieu de travail. D'accord. Donc tous les midis... Vous m'avez dit en même temps que lorsqu'elle vous harcèle, c'est lorsqu'elle va mal. Oui, voilà. Uniquement. Oui, parce qu'elle a depuis plusieurs mois et tout, elle me harcelait pas comme ça et je la vois tous les midis, elle mange, elle repart, elle prend quelque chose pour se faire le soir chez elle, enfin elle mange une soupe. C'est tout, je la revois le lendemain midi, puis elle me parle correctement et normalement, c'est tout. Et puis je lui mets pas de pression pour chercher du travail et tout, parce qu'avec tout ce qu'elle a passé, il faut doucement. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, c'est étape par étape. Voilà. C'est-à-dire que donc, je l'ai pas embêtée de ce côté-là. Parce que c'est pas de la fainéantise. C'est que votre fille est dans une immense souffrance. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Et oui. Mais ça va durer jusqu'à quand?
Déjà, elle a surmonté certaines choses. Déjà, c'est pas rien de s'être libérée. Ça fait 1 an et mais demi. vous ne pouvez pas, ça sert à rien. Si vous voulez, il faut remonter par paliers. Alors, bon, on sent, on entend votre exaspération. Mais oui, parce que maintenant, pour autant, les reproches, attendez. Bon, mais ça va, les reproches. Bon. On les connaît. Alors, quand elle vous appelle pour vous harceler, c'est vrai que dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir d'échange. Elle est certainement dans un monologue fait de récrimination. Donc, vous pouvez dire, là, je sens que tu es pas bien. Ça va. Finalement, on ne peut pas. C'est pas un échange qui est constructif. Donc, en tout cas, moi, je veux bien qu'on parle. Mais pas comme ça au téléphone et pas que tu te déverses comme ça. Il faut que tu en parles de tout ce qui te fait souffrir, mais pas à moi. Et vous pouvez lui dire, parce que là, on tourne en rond, tu t'épuises, moi aussi, et ça ne mène à rien. Donc je vais raccrocher. Donc je vais calmement, mais fermement. Donc je vais raccrocher. Alors, il vaut mieux que vous raccrochiez à ce moment-là assez tôt, plutôt que de laisser monter l'exaspération et finir en tenant des propos quand même assez violents. Parce oui, que mais non, j'arrive pas à placer quelque chose parce que... Et le lendemain, là, elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit demain je viens pas manger et après-demain quand je reviens, on ne parle de rien. Non. Je ne peux pas réentamer, dire bon voilà pourquoi t'as fait ça, pourquoi... Oui, parce que le lendemain, elle est certainement passée à autre chose. Ben voilà, comme vous dites, elle vous appelle quand elle est mal et c'est plus facile pour elle de et elle déverse tout. Alors, c'est plus facile pour elle de se confronter à vous, certainement à distance, par le biais du téléphone, qu'en face de vous. Oui, mais parce qu'elle est aussi très en attente vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il y a une grande demande, c'est toute son ambivalence. Quand, à chaque fois qu'elle vient, qu'elle va mal, c'est vers vous. Quand elle est arrivée en disant « il faut que je me fasse... » Eh oui, hospitalisée, oui, elle n'a que vous. Et tout si vous voulez, le terreau... le terreau de toutes les dépendances, c'est du manque et du manque affectif. Ben, je le sais. Et du manque d'amour. Donc derrière ça, il y a un grand manque. Et vous n'êtes évidemment, vous dites il y a ce père qui ne s'est jamais occupé d'elle. Et puis moi aussi qui ne lui a pas montré, parce que on est famille monoparentale. J'ai trop travaillé, je me suis pas occupée de cet enfant. D'ailleurs, je l'ai payé très cher après. Je me suis pas occupée d'elle. Mais je fallait travailler. Il y a du manque. Travailler. Oui. Mais c'est ça. Alors, je pense que derrière vous aussi, on vous sent très fatigué, très en colère. Enfin, c'est très dur. Elle attend de vous maintenant, quelque chose que. Bon, oui, mais vous, est-ce que vous avez un endroit pour parler, pour être aidé, parce que vous aussi, vous êtes en souffrance. Je suis forte, mais bon. Non. Votre force, vous êtes forte certainement, mais à un moment, ça a ses limites et vous tombez dans des échanges assez agressifs qui ne mènent nulle part. Ben, je sais. Donc peut-être que si vous aviez, vous, un endroit pour parler de la relation à votre fille et parler de ce que vous ressentez... Ça m'a fait du bien, j'en ai déjà eu quelques mois. Mais ponctuellement. Et puis, maintenant... j'en ai pas. D'ailleurs, même la dame elle-même et moi, on a dit, on ressent plus le besoin. Ça va, on a fait le tour... Oui, enfin c'est pas à elle d'estimer que vous avez fait le tour, c'est pas le thérapeute qui doit dire ça. D'accord, c'est vous qui l'aviez estimé, oui. Mais en ce moment, il y a de nouveau un moment de tension, de crise. Non, j'ai pas envie. Ben pourtant ça vous aiderait, ça aiderait certainement votre fille. Ah oui, alors donc il faut faire comme ça avec elle. Comment ? Comme ça ? Je veux dire comme ça avec ma fille, quoi. Non, c'est-à-dire qu'avec votre fille, il serait important que de son côté, elle se fasse aider, mais que vous restiez, que vous ne soyez... Et puis elle n'y va plus. Parce que, moi je sais pourquoi elle n'y va plus. Oui. Parce que sa psychiatre avait dit, vous ne buvez plus, vous ne prenez plus rien, tout va bien, pendant plus rien et tout, faut travailler certainement, Elle lui a dit, faut travailler, faut vous occuper et tout. Vos petits mots, c'est ce qu'elle m'avait dit une fois il y a 6 mois, elle m'a dit vos petits mots et tout, vous allez voir, parce qu'on lui avait donné aussi une psy à côté. La psychiatre et la psy, qui voyait et tout. Elle me disait qu'ils ont deux
de parler différent. Bien sûr. Bon, elle avait fait le tour et tout parce que la psychiatre lui avait dit bon, les petits mots, moi je suis là pour les grands mots, quoi, les petits mots. Oui, mais elle est dans des grands mots, votre fille, et le problème, c'est que elle est sortie. Sortir de ses dépendances, c'est une chose, mais on n'est pas sorti de tout quand on est sorti de la dépendance, parce qu'on se retrouve face à soi-même et face à sa souffrance. Ben voilà. Donc c'est souvent là qu'on se retrouve face au vide, face à la dépression, et donc il faut continuer. Elle peut pas donner, il faut qu'elle se reconstruise. Il y a un manque certainement en elle, qu'elle oui, comble avec ses dépendances. d'affection. Oui, qu'elle comble avec ses dépendances. Elle se remplit au sens littéral du terme. Bon, alors vous pouvez pas toutes ces années d'enfance réparer tout ça. Non. Elle peut en se faisant aider, mais ça veut dire quand même que il faut que je pense que si vous arriviez à parler de votre colère, de votre exaspération dans un endroit, ça permettrait de garder avec elle une bonne distance, c'est-à-dire de rester bienveillante, parce que c'est ça, il faut qu'elle sente, il y a quand même ce lien avec vous, et vous êtes le seul lien qu'elle a. Ah, faut que je sois bienveillante. Oui. Supporter tout ça. Vous êtes sa mère, oui. Bienveillante, ça veut pas dire tout supporter, être bienveillante. Non, mais j'ai compris. Ça veut pas dire tout supporter, mais ça veut dire rester dans une bienveillance. Et c'est pour ça que ça vous ferait certainement du bien de pouvoir parler. Voilà. Et de lui dire, ne pas vous laisser harceler, en revanche, vous couper court, mais sans agressivité, sans violence. Ouais, sans agressivité. Oui, sans violence, parce que ça ne peut que décupler ce mal-être. Et son harcèlement. Bon courage. Merci bon courage, beaucoup, parce que c'est pas Caroline. facile. Au revoir. Au revoir, Chantal. Si vous nous rejoignez sur Europe 1 le dimanche, c'est également la libre antenne de 23h à 1h. Une fois par mois, nous avons une émission à thème. Ce sera dimanche prochain. Nous parlerons des relations amoureuses par Internet. Pour le moment, c'est à vous de jouer, de parler au 39 21. Vous pouvez également vous manifester par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Beaucoup de messages qui arrivent suite au témoignage de Chantal qui nous parlait de sa fille et des difficultés qu'elle rencontrait. Sa fille qui souffrait de polytoxicomanie, alcool, drogue, et qui semblait s'en être sortie, mais toujours dans une vie assez compliquée. Brigitte, êtes-vous certaine que c'est une grosse feignante? Elle est certainement dans une grande impuissance et un grand désespoir, elle aussi, tout comme vous. Lilia dit, vous avez traversé des moments difficiles, mais votre fille est dans une grande souffrance, ce que vous savez, elle attend certainement toujours des preuves d'amour. Il y a Lova qui dit, cette jeune femme n'est pas paresseuse, elle est en souffrance et ça serait peut-être important qu'elle se fasse aider, ainsi que sa maman. Christine dit, je pense que cette jeune femme appelle au secours à travers ses dépendances. Brigitte qui dit, vous êtes deux personnes en grande souffrance, recherchez de l'aide pour vous-même, peut-être pour mieux la comprendre. Sergio qui dit, n'oubliez pas qu'une maman, ça réconforte. Et puis Ninon qui dit, votre fille est malheureuse, soyez bienveillante malgré votre exaspération. Elle fait quand même des efforts. Et Cathy qui dit, il ne faut pas lui dénier sa part de responsabilité d'avoir vaincu ses démons. On a aussi Héliotrope qui dit même si c'est vrai, même si vous êtes très énervé, attention peut-être aux mots utilisés parce que des mots violents entraînent aussi de la violence en retour et c'est dommage. Et puis voilà, on a un petit peu fait le tour des réactions qui arrivaient par mail et par SMS. Nous allons écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Nicole. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous avez déjà appelé il y a 2-3 mois à peu près. Oui. D'accord. Et à quel sujet? À ce moment-là, j'étais très mal parce que Oui. c'est en plein dans les sujets que vous traitez beaucoup en ce moment, les rencontres de personnes qui retrouvent leur amour d'enfance.
Ah oui, qui a oui, on l'a 50, abordé 60, oui, 60. la Oui, vous semaine avez dernière, oui, oui, Oh, oui. il y a eu un sujet pendant toute une soirée, il y a 4-5 soirs, je ne sais plus. Oui, qui a Et suscité un témoignage qui a suscité beaucoup de réactions, oui. Bien sûr, parce que c'est merveilleux, ces personnes qui retrouvent leur amour, on n'arrête pas de dire, mais ils sont heureux, ils retrouvent leur jeunesse, ils sont ci, ils sont ça, mais on oublie qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux. Ouais. Et j'estime que je fais partie justement de ces dommages collatéraux. Parce que quand je vous avais appelé, c'est vous dire que l'ami avec qui je vivais depuis plusieurs années, elle m'avait quitté brutalement parce qu'il avait retrouvé, grâce à copain d'avant, Internet, l'amour de ses 18 ans. C'est magnifique, c'est certain, l'amour de ses 18 ans. Et il a correspondu avec elle pendant plusieurs mois par mail. Oui. Et pour finir, il est allé la voir. Et puis il est revenu et 15 jours après, il partait la retrouver et il n'a plus quitté. Voilà. Oui, 15 jours après, il a... oui, je peux dire, 15 jours après, il a décidé 15 jours après qu'il a passé une semaine avec elle, et 15 jours après, il a décidé qu'il vivait avec elle. Et vous avez découvert ça au moment où il vous a dit qu'il partait, la retrouver? Oui, vous n'étiez pas au courant tant qu'il entretenait une correspondance virtuelle. Je voyais qu'il n'était pas bien, mais je pensais qu'il était un peu dépressif. Qui était dépressif pour des tas de raisons, des raisons perso dont je ne vais pas parler, mais enfin, qu'il avait des tas de raisons qui pouvaient le rendre dépressif. Oui, parce qu'avec vous le sentiez plus renfermé que d'habitude. Oui, on était un peu distants. C'est vrai que notre couple avait un peu de problèmes, comme tout couple, au bout de plusieurs années Ça faisait longtemps, ça faisait combien? 7 ans. Oui. Donc, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient un peu se mettre, on aurait dit, mettre sur la table et puis essayer de voir... Oui, qui auraient pu s'arranger. Ça peut être comme un moment de passage à vide qu'on peut rencontrer. Mais ça n'a pas été, donc il est parti rapidement, très rapidement, et je me suis retrouvée toute seule dans une ville où je m'étais jamais bien adaptée parce que j'avais des et j'étais mal, je n'avais pas beaucoup de connaissances et j'ai vraiment été très très mal. Le ciel m'est tombé sur la tête. Il y a de quoi, oui. Et je peux dire que j'ai pleuré et hurlé de douleur dans ma maison pendant plusieurs mois. 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai hurlé. Alors ce que je vais dire, donc c'était dommage, c'était ça, les amours de jeunesse amenaient aussi un désespoir d'un autre côté. Oui, bien sûr, vous avez raison d'en parler de cette dimension-là, parce que pour celui qui se retrouve quitté comme ça pour un amour de jeunesse, comment voulez-vous lutter? Enfin, il n'y a pas de possibilité. Mais non, on peut pas. Non, parce qu'il y a quelque chose qui emporte tout. C'est la passion comme ça. C'est très complexe. Retrouver cette jeunesse perdue, et à 70 ans, c'est très très difficile. C'est merveilleux de retrouver une jeunesse perdue. Vous savez si c'est lui qui avait fait la démarche de retrouver cette femme, ou si c'est elle, ou vous ne savez pas? Vous ne savez pas. Non, je pense que c'est par d'autres amis qui étaient aussi sur copain d'avant que ça s'est fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça. Bon, comme vous le dites, justement, dans une vie de couple, il y a des moments comme ça de creux, de passage à vide. Bon, là où avant on aurait attendu que ça passe ou fait en sorte que ça s'arrange. Aujourd'hui, il y a cet outil qui par ailleurs est formidable, mais qui tout dépend aussi de la façon dont on l'utilise, et qui est à portée de clics là, où on se dit tiens, une nostalgie, retrouver quelqu'un, dans un moment où le couple tangue un peu. Oui, exactement, parce que je reconnais, qu'il y avait sûrement des tas de choses des deux côtés qu'il aurait fallu remettre à plat et puis essayer de trouver les solutions pour repartir sur un bon pied, ça c'est sûr. Et oui, mais Internet peut représenter une fuite en avant. Voilà, une fuite. Et alors ce que je voulais dire maintenant, c'est que on est au mois de décembre, c'était au mois de mai, ça devait être en mai, et que ça s'est produit, et que je suis en décembre, et que j'ai déménagé, bien sûr, j'ai quitté la ville où j'habitais pour aller dans une autre ville. Oui, parce que vous n'étiez pas bien, Je ne pouvais absolument pas rester dans cette ville, il fallait que je quitte. Et que maintenant je vais bien. J'ai pleuré très longtemps, mais c'est ça que je veux dire. Je veux aussi dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont aussi dans un certain désespoir, qui sont aussi très malheureuses, que il faut savoir se battre, peut-être, qu'il faut beaucoup essayer de trouver à droite, à gauche, auprès des enfants, auprès d'autres amis, essayer de trouver une autre raison de vivre pour oublier ces histoires malheureuses, et puis essayer. Là, je vais bien, vous voyez, je vais très bien même. J'ai une vie très agréable. Vous êtes retrouvée, là, c'est ça, vous vous sentez mieux déjà, là, d'être dans cette ville? C'est une ville que j'aime beaucoup, qui est une ville universitaire, donc on peut y faire beaucoup de choses.
Beaucoup, alors que j'étais une petite ville où il y a beaucoup moins. Une ville universitaire offre beaucoup d'activités. De possibilités, bien sûr, oui. Et vous connaissiez du monde, là Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais pas beaucoup, mais enfin suffisamment pour en connaître d'autres. D'accord. Et puis, honnêtement, j'ai déjà... et je suis prête, et j'espère bien retrouver quelqu'un par Internet, peut-être. Oui, c'est bien. Vous ne renoncez pas, vous ne diabolisez pas pour autant l'outil. Non, je ne diabolise pas. Mais je ne vais pas sûrement pas retrouver mes amis d'enfance, ils sont morts. C'est bien triste, malheureusement, oui, c'est triste, mais c'est bon. Oui, et puis n'importe comment, il y en a personne ne m'aurait tenté, vraiment. Je me suis mariée très jeune et j'ai divorcé après, bien sûr, mais je n'avais pas besoin de retrouver un vrai ami d'enfance. Oui, mais parfois c'est plus facile de se tourner vers son passé, vers la nostalgie, vers ce que l'on connaît, que de se projeter comme ça, d'envisager l'avenir, parce que l'avenir il est toujours incertain par définition. Alors que là, c'est un pari que l'on fait, et on se dit pourquoi pas. Je trouve que vous avez un beau tempérament quand même pour avoir surmonté cette épreuve, parce que c'en est une, et d'être à nouveau ouverte comme vous l'êtes en disant pourquoi pas une rencontre et vous inscrire. Le problème, vous me faites peur à vous entendre toutes. J'attends votre émission de dimanche prochain. Oui, pourquoi? Vous faites peur parce qu'on entend tellement de personnes dire j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est bien passé 15 jours, 3 semaines, 6 mois, puis brusquement c'est fini, il m'a quitté. Parce que cet outil Internet est très bien, mais on fait connaissance de quelqu'un, on paraît bien aller et tout, puis il suffit que quelqu'un d'autre arrive sur Internet qui paraît mieux que vous, et hop, on change. Ça me donne un peu cette impression. On en parlera de ça, parce que là aussi c'est facile, c'est à portée de clic d'aller voir ailleurs que si l'herbe est plus verte. Donc de ces personnes qui, alors qu'elles ont commencé à construire un lien, une relation, néanmoins restent ainsi inscrites sur les sites. Pourquoi ça pose question et continue à rechercher, parce qu'il y a aussi quand même des personnes qui, si elles sont vraiment claires et honnêtes dans leur démarche, quand elles ont rencontré quelqu'un qui leur correspond, elles ne communiquent plus avec d'autres personnes. Je pense que quand la rencontre a eu lieu, que le lien s'est concrétisé, il y a beaucoup de personnes qui, à ce moment-là, ne répondent plus. Je dis même pas forcément qu'ils se désinscrivent, parce que vous savez, on est inscrit pour autant un an, mais qui, en tout cas, ne communiquent plus. Oui, exactement. Donc, il y a des personnes qui se sont rencontrées par Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est un fait de société. C'est-à-dire que, avant où ça semblait très marginal, beaucoup de personnes se rencontrent et vivent une histoire d'amour par Internet. Mais on parle toujours de des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, ceux qui se sont rencontrés par Internet, qui vivent une belle histoire, on en parle moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils pourront témoigner dimanche prochain. Mais c'est vrai que dimanche prochain, on va aussi parler plutôt peut-être des pièges à éviter, des choses comme ça. Oui, ça serait intéressant. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Et je pense quand même, si c'est possible, que la rencontre visuelle doit être faite assez rapidement. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, on voit très vite quand on rencontre quelqu'un, il y a une attirance. Oui, quand même, c'est important. Même parce si que par téléphone, si par mail, on sentait plein de points communs. Même si la voix est importante, même si on a vu la photo, une photo, c'est jamais la personne quand même en réel, qui bouge, qui est animée, qui. Et puis la taille, et puis la façon de se marcher, de rire. Tout à fait. Il y a tout ça. Et je pense que on a tous, quand on est dans société, dans un repas, des dîners quelque part, il y a toujours quelqu'un. On dit tiens, on a une petite attirance pour une personne comme ça, brutalement, qui vous plaît plus que les autres. C'est vrai, bien sûr, ça s'explique pas, ça. Oui, ça ne s'explique pas. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça, il y a une attirance. Donc, sur Internet, c'est pareil. Donc, autant, vous avez raison, rencontrer assez rapidement, plutôt que de fantasmer pendant des lustres et perdre un peu son temps. Écrire pendant 6 mois, et comme font certains, et le jour où ils se rencontrent, non, ça va pas. Alors, on a perdu 6 mois. Mais il y en a qui ne rencontrent pas aussi. Il y en a, ils posent tout le temps des lapins, parce que finalement, ils fantasment, mais ils ne veulent pas rencontrer. J'ai pas vraiment, je suis très novice, j'ai pas l'habitude. Alors je ne sais pas, justement, c'est ça qui m'intéresse. Mais j'écoute toutes les personnes, je vous écoute pour ainsi dire tous les soirs. Et quand je vous écoute pas le soir, je vous remets la nuit en podcast.
quand je me réveille. Oui, oui, vous pouvez écouter les émissions. Je réécoute la fin d'une histoire ou le début, vous n'avez pas entendu. Voilà, c'est pratique les podcasts. C'est très pratique, oui. En tout cas, il y a Brigitte et First Lisa qui se réjouissent pour vous, de savoir que vous allez mieux après cette épreuve. Il y a Didier qui dit « Oh, mais Internet n'est qu'un prétexte. Votre compagnon aurait de toute manière pu retrouver son amour de jeunesse par le biais d'autres vecteurs. » Quand même, Internet facilite les choses. C'est un facilitateur. Et un facilitateur d'adultère aussi, quand même. Il faut le dire, c'est facile, quoi. C'est derrière un écran. On a l'impression de ne pas y toucher au départ. N'empêche que souvent, on finit par y toucher. Donc... Et puis, il y a Brigitte qui dit qu'elle est très contente de votre appel parce qu'il y a un vrai danger aujourd'hui et beaucoup d'irresponsabilité. Et c'est vrai que Brigitte, c'était un peu la voix dissonante quand les personnes appelaient pour parler de leur retrouvailles avec des amours de jeunesse. Brigitte disait oui, d'accord, mais qu'en est-il pour l'autre conjoint quand même? Voilà, elle avait abordé. Effectivement. Donc elle est contente pour vous. Désolée de ce qui s'est passé, contente de savoir que vous allez mieux et que vous en parliez, de dire oui, mais ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça peut faire des dégâts. C'est tout de suite ce que je pensais, parce que c'était vraiment l'enthousiasme. Un certain soir, il y avait un enthousiasme de toutes les personnes qui appelaient. Oui, c'est vrai, parce que du côté de ceux qui ont retrouvé, c'était, il y avait quelque chose d'assez euphorisant, et vous avez raison de dire, oui, mais il y a l'autre aspect. Il y a l'autre aspect. Je me souviens, quelqu'un avait quitté sa femme, ses enfants. Quand on est plus vieux, on n'a plus ce problème-là, on ne laisse qu'une personne. Il y avait une autre qui vivait depuis 3 ans ce grand amour, mais c'est beau, c'est sûr, c'est beau. Et combien de temps ça peut durer? Parce que malgré tout, vous avez dit avec justesse à un moment que 50 ans ou 30 ans après, on n'est plus les mêmes. On essaie de retrouver cette jeunesse. Oui. Mais on a aussi... Moi, je pense que les relations qui marchent, parce qu'il y en a qui marchent dans ces retrouvailles, il faut à ce moment-là qu'il y ait à nouveau une rencontre. Qu'on ne soit pas que dans la perspective de retrouvailles, de retrouver ce qu'on avait perdu. Oui. Parce que ça suppose de s'interroger pourquoi on l'avait perdu, qu'est-ce qui n'avait pas marché à ce moment-là aussi, parce que sinon on peut se replonger dans les mêmes écueils, mais ou en tout cas d'en vouloir à l'autre, parce que c'est pas aussi simple. Parfois on peut rester avec une colère en soi, même des années après. Et celles qui marchent, je pense, c'est parce qu'elles refont véritablement connaissance, mais avec ce qu'est devenue la personne. Oui, exactement. Je pense oui, tout à fait. Et je pense que je pense que là, dans l'histoire de celui qui m'a quitté, je pense que lui, ça va marcher. Je pense que ça va marcher parce que je connais, ils auront les mêmes. Ça, personne ne peut le dire. Mais bon. Oui. Ça m'entend. L'important, c'est que moi, j'espère que pour vous, vous allez aussi faire une belle rencontre. J'espère aussi. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, vraiment. Écoutez, en tout cas, donc on se donne rendez-vous dimanche prochain, si vous voulez. Vous j'écouterai dimanche prochain. Comment éviter peut-être les pièges comme ça d'Internet. Et si ça m'arrive, une belle rencontre, je vous rappellerai. Écoutez, avec plaisir, j'y compte bien. Merci en tout cas d'avoir pris la peine d'appeler pour nous donner de vos nouvelles. Oui. Merci Nicole. Bonsoir Caroline. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et Mohamed qui envoie un petit SMS pour dire on va sur Internet par défaut, il faut bien le comprendre, le signe que les gens ont du mal à communiquer. Justement, à propos d'Internet, il y a Jeanne qui nous envoie un petit mail pour Denise qui nous parlait de son fils qui a 50 ans et qui n'arrive pas à rencontrer l'âme sœur. Elle dit il existe des sites qui organisent des sorties entre gens du même âge où les rencontres sont possibles. Il peut aussi aller sur les forums d'art ou de peinture. C'est vrai, c'est une idée très judicieuse puisqu'il est passionné par la peinture. Il peut aller parler sur des forums avec des personnes et c'est déjà une première approche. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui Caroline, c'est un concours de circonstances qui fait que ce soir j'ose vous parler. Oui. Parce que en fait j'avais été très touchée par le cas de René, c'était jeudi je crois. Oui, jeudi cette dame soir. qui était seule et qui était traitée d'une façon un peu scandaleuse par son fils unique. Je l'embrasse si elle écoute. Vous avez été nombreux à réagir donc, pour René, à transmettre vos coordonnées, ce qu'on a fait. Voilà. Oui. Donc j'ai essayé de vous joindre par téléphone, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fait Internet et j'ai aussi osé dire que ça faisait un moment que je tournais autour du pot pour vous parler du problème qui m'encombre un peu la tête. Oui. À savoir que nous avons eu un drame dans la famille. J'ai mon fils aîné qui a perdu un petit garçon
il y a 1 an de ça, un petit gars qui aurait eu 6 ans quelques jours après son décès. Un accident tout à fait idiot. Et bon, ce petit garçon reste 3 petites filles dans ce ménage. Et bien sûr, tout le monde a été secoué et continue à être secoué. Et il se trouve que la maman attend un bébé pour le début de l'année et on sait que c'est un petit garçon. Donc c'est la joie. Oui. C'est la joie, mais mon fils a une des réactions quelquefois un petit peu bizarres, à savoir que quand on a annoncé que ma belle-fille était enceinte, il a eu sa première réaction était de dire que si c'était un petit garçon, il porterait le même prénom que le petit décédé. Alors là, tout ça nous a choqués. On lui a dit que c'était absolument pas possible. Oui, vous lui avez dit. On a essayé, on lui a fait comprendre que que le prénom était à celui qui était parti et que celui qui arrivait devait avoir son propre prénom. C'est ce qui assigne la place dans la fratrie, un prénom. Donc oui, c'est ça serait vraiment trop mortifère, cette identification. Mais tout à fait. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu des signes aussi. Enfin, il a eu beaucoup de mal à. C'est lui finalement qui a le plus de mal à retrouver une espèce de sérénité. La maman, elle est prise par, c'est vrai, par sa grossesse, et ses enfants. Elle porte la vie aussi en elle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais si vous voulez, ce soir, ça me brûle les lèvres depuis un moment de vous demander quelles sont les précautions à prendre quand il y a... Alors, ce bébé qui est attendu, on sait que c'est un petit garçon. Donc, c'est un petit garçon qui va remplacer un petit garçon. Et je pense qu'il doit y avoir des choses à faire et à ne pas faire. Oui, mais pas déjà, ce petit qui arrive, qui remplace. Il ne remplace pas, c'est ça. C'est-à-dire que pour éviter que ce soit l'enfant de remplacement, il est déjà important. Et vous avez entièrement raison à travers le choix du prénom, de lui donner sa place. C'est-à-dire que c'est un petit garçon, oui, mais c'est un autre petit garçon qui aurait eu un grand frère qui malheureusement n'est plus là, mais qui ne doit pas endosser cette responsabilité folle de remplacer ce grand frère disparu de façon tragique. Il faut arriver à ce qu'il soit investi pour lui-même. Et pour cela, c'est vrai que c'est très compliqué, évidemment, pour toute la famille, en particulier pour les parents, pour votre fils, pour votre belle-fille, parce que, bon, même votre belle-fille, ils sont pris dans des sentiments, certainement dans une très grande ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la joie, comme vous dites, de bientôt accueillir ce petit bébé, d'être à nouveau dans la vie, et en même temps, la tristesse, parce que ça ramène à ce petit garçon qui n'est plus là. Donc c'est d'être tiraillé entre d'un côté la vie et la mort. Et même pour votre belle-fille, c'est jamais très simple de porter un enfant quand on en a perdu un. Parce que l'autre, celui qui n'est plus là, est forcément aussi très présent. Donc on peut être partagé dans des moments comme ça de grand bonheur, de grande joie et des moments de profonde tristesse. Donc ce que l'on peut vraiment toujours conseiller dans ces cas-là, c'est aux parents d'être accompagnés et d'en parler pour pouvoir faire véritablement une place à cet enfant qui arrive, qui trouve sa place et qui ne vienne pas pour remplacer un autre enfant. Parce que sinon, il y a toujours ce risque-là, d'autant quand l'enfant est du même sexe que l'enfant disparu. L'identification aurait été évidemment moins forte si ça avait été une petite fille. Alors, comme vous dites, c'est un grand bonheur parce que ils ont trois petites filles, et c'est ce petit garçon qu'ils ont perdu. Mais le fait que ça soit un enfant du même sexe que le petit garçon disparu, ça renforce l'idée de ressemblance, de tout ce qu'on va vouloir de comparer. 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 C'est bien en ce sens que je suis inquiète et que je me dis, mais
j'ai essayé de lire des livres, de me renseigner, mais j'ai pas trouvé vraiment. Surtout qu'un an, c'est très très court. Hein. C'est-à-dire que cet enfant, votre petit-fils est décédé il y a un an. Oui, il est décédé le 14 novembre. Et ce bébé va arriver. Le 14 novembre, c'était un an, là. Et le nouveau. Donc ça veut dire que le bébé. Il arrive la première quinzaine de janvier, oui. Oui, donc le bébé a été conçu très rapidement. Après, hein. Donc on peut se demander comment font-ils le deuil. Si tant est, c'est terrible le deuil d'un enfant. Hein. C'est un deuil très très particulier. Il y a quelque chose de viscéral dans le deuil d'un enfant. Alors, c'est vrai que votre belle-fille, elle est, il y a ce côté certainement un moment, après ce drame, vide de la vie. Mais justement, il y a le fait que ça soit si tôt. Ont-ils pu faire tout ce travail ? Comment ont-ils pu faire ce travail pour accepter ce qui est tellement difficile et pourtant. C'est à cette condition qu'ils peuvent faire la place à ce bébé qui arrive. Non, mais je sais, moi. Concrètement, dit First Lisa, c'est ne pas évidemment tous les vêtements, toutes les affaires de l'enfant décédé, doit pas être porté par cet enfant, ni même un jouet, ni rien de ce qui était à l'enfant, au petit garçon décédé, ne doit être donné à cet enfant-là. Alors ça, je ne suis pas sûre. Ils sont loin de chez moi. Mais bon, faites bien de me le dire. Oui, vous voyez, des choses comme ça, je me sens démunie, moi. Je sens qu'il y a des choses surtout à éviter, mais déjà, surtout pas lui donner le même prénom. Parce que quand ils vont... un prénom, on le porte toute sa vie. Hein. Et quand ils vont le nommer, ils nomment... ils parlent de leur fils qui est décédé. Donc, il faut qu'il ait un nouveau prénom. Symboliquement, c'est très important. Et pas que symboliquement, mais symboliquement, ça veut dire que c'est un nouvel enfant qui arrive. Avec une personnalité différente. Là où, forcément, il va y avoir ce côté troublant de vouloir chercher des ressemblances. Le mieux, évidemment, pour lui, c'est qu'il n'en ait pas trop avec son frère. Mais on ne peut pas faire avec, hein, malheureusement. Il peut aussi avoir des ressemblances avec ce frère. Et bon, pourquoi il aura une personnalité différente. Mais on ne pourrait que conseiller surtout quand l'enfant est conçu aussi rapidement et de toute façon même après, parce que c'est un deuil qui est tellement délicat qu'il serait important qu'il puisse en parler. Et quand votre fils vous a parlé du prénom, ça montre à quel point, comme si c'était, on peut pas annuler ce qui s'est passé. Et qu'il faut qu'il puisse en parler, et qu'il puisse parler aussi de tout ce qu'il ressent par rapport à leur petit garçon qui n'est plus là, pour pouvoir investir celui-là. Mais malheureusement, Caroline, vous prêchez une convaincue. Moi, je ne cesse de dire qu'effectivement, je pense qu'il faudrait qu'il se fasse aider depuis le début. Tout le monde leur dit, mais bon, mon fils est un petit peu rigide et pense que c'est absolument inutile, que lorsqu'on a la foi, ça suffit, etc. Bon. Parce qu'il est croyant ? Oui. Et, mais, je me rends bien compte que les petites filles qui ont assisté à l'accident, donc qui ont assisté au drame, y en a une en particulier qui est très perturbée. Et puis, elle a quel âge ? 5 ans. Oh là là, oui, elle était très proche. Et l'aîné qui avait 8 ans et qui était droit dans ses bottes comme son père, qu'on n'a pratiquement pas vu verser une larme, qui n'arrête pas de dire mais quand on est croyant, on ne doit pas être inquiet. Après la mort, on sait pertinemment qu'il y a une vie. Et puis bon, voilà. Bon.
Oui, donc enfin, elle aussi était très très, puis je me rends même compte si que ça maintenant, réconforte, oui. un an après, cette petite fille, elle veut plus dormir seule parce qu'elle dit qu'elle a des cauchemars et que l'autre jour elle m'a dit qu'elle aimerait revenir en arrière pour refaire une vie dans laquelle il y ait à nouveau son frère. Enfin, Bien sûr, parce que pour des enfants, on peut comprendre qu'évidemment pour votre fils et votre belle-fille, la foi les aide de penser qu'il n'y a pas quelque chose de définitif et qu'ils espèrent en une vie après la vie. Bon, on peut que respecter, c'est leur croyance et qui doit en plus les apaiser considérablement. Mais votre petite fille le dit bien, elle voudrait, elle, que dans cette vie-là, son frère y soit toujours là. Mais bien sûr. On ne peut pas faire l'économie de cette douleur, du fait qu'il n'est plus là. Et même pour les enfants, c'est très important pour ces petites filles de voir que ce bébé qui arrive ne remplacera jamais leur frère aîné. Le lien qu'elles avaient construit, elles aussi, elles ont à faire le deuil de ce frère aîné, puisque c'était le frère aîné, c'est ça ? Bon. Non. L'aîné, c'est donc... L'aîné, c'est une fille. De ce frère, lui, de toute façon. Le second, oui. D'accord. Le second. Donc, parce que sinon, le côté, et pour des enfants, pour les petites filles, que ce bébé qui arrive porte le nom de leur frère, cette confusion est très angoissante. Comme si, un enfant meurt, un autre le remplace. Quelle importance elles ont aux yeux de leurs parents ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, et c'est là où il est important aussi, oui, d'être terriblement triste. On a le droit d'être dans un chagrin immense. Et c'est important de pouvoir en parler, parce que quand vous dites le côté droit dans ses bottes, après tout, il y a une vie après la vie, mais il y a un côté angoissant pour des enfants, parce que c'est finalement, même si, quelle place on peut disparaître, et c'est au fond, c'est pas grave, il y a la vie après la vie, et puis il y a surtout un bébé qui vient remplacer. Non, aucun enfant ne peut remplacer un autre. C'est un autre enfant, et elles auront toujours, quand elles auront à dire, qu'elles ont eu un frère et que maintenant elles ont un autre petit frère. Mais ça n'annule pas. Oui, et c'est important que chacun ait sa place, parce que surtout en plus, comme il y a d'autres enfants, qu'il n'y ait pas de confusion. Ça serait, le problème, c'est que oui, vous ne pouvez pas les contraindre à aller en parler. Moi, je trouve qu'il serait vraiment important pour véritablement accueillir cet enfant, l'accueillir lui. Peut-être en même temps que c'est au moment de la naissance, et ils vont se rendre compte qu'ils vont être submergés par des sentiments à la fois de très grand bonheur que cet enfant soit là, de très grande tristesse, parce qu'ils vont se rendre compte là, dans la réalité, qu'il ne peut pas remplacer leur fils. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils éprouveront le besoin d'en parler. Là, ils peuvent rester dans un fantasme. Comme si, vous voyez, là aussi on peut tout rêver, tout fantasmer pour essayer de moins souffrir, si tant est que ce soit possible, de la mort de leur enfant, en se disant que c'est comme un signe, ce bébé qui arrive et un petit garçon. Mais dans la réalité, ils peuvent aussi se rendre compte qu'entre ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils fantasmaient et ce bébé, non, c'est pas leur enfant. Le premier enfant. Oui, je comprends. Oui. Non, mais ça, c'est quelque chose auquel je me heurte depuis ce drame, de dire, mais enfin, d'ailleurs, tout le monde... C'est bien que vous y soyez sensible. Les institutrices, des petites filles, tout ça, mais vous savez, vous devriez vous faire aider, etc. Mais non, rien. Là, si, j'ai obtenu, parce qu'il n'y a pas très longtemps, la petite, celle qui a 5 ans, je la trouve quand même un peu dure et perturbée. Et quand même, j'ai entendu parler d'un rendez-vous au mois de décembre avec le psychologue de l'école. Mais bon, c'est bien dur à faire rentrer dans les mœurs et accepter. Oui.
Oui, alors que surtout en plus, elle a assisté à cet accident. Elle doit avoir des images en tête dont il faudrait qu'elle puisse parler, qu'elle puisse en parler, les dessiner, expulser hors d'elle ces images terribles certainement qu'elle a. Enfin, cette angoisse. On laisse pas un enfant comme ça dans une telle angoisse avec des cauchemars. Mais même l'aînée, en fait, elles étaient toutes dans la voiture, les trois. Bon, la toute petite, encore que toute petite, elle a bien dû entendre sa mère hurler, etc. Donc tout ça, c'est traumatisant quand même. Oui. Et ça m'inquiète beaucoup. Et surtout que même la vie après la vie, on peut expliquer qu'on peut avoir que les parents ont cette croyance et qu'il y en a d'autres qui pensent pas. C'est à double tranchant parce que ça veut dire aussi que ce frère, on leur dit il est mort, mais en même temps il vit après. Mais il vit où? Et s'il vit, il peut les regarder, c'est un petit peu angoissant aussi. C'est à double tranchant. Comme un fantôme un peu au-dessus de leur tête. Mais en fait, dans cette famille, on cultive beaucoup. Enfin, mon fils a à cœur de vraiment de garder un souvenir de ce petit garçon le plus vif possible. Donc c'est sans arrêt des photos. Même moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça parce que à chaque fois ça me fend le cœur. Elles ont droit aux visites au cimetière. On doit y aller quelquefois 3 fois par semaine. Oui, c'est trop pour des enfants. On a fait le gâteau que ce petit garçon aimait le jour de l'anniversaire de son décès. Voilà, tout est cultivé. Oui, on cultive, y compris l'anniversaire du décès. En permanence. Et ça m'inquiète. Oui, c'est inquiétant. Je suis d'accord avec vous parce qu'ils aillent au cimetière pour que les enfants matérialisent concrètement, parce que c'est très compliqué à ces âges-là avant 8 ans, la mort, le côté définitif de la mort, les enfants ont du mal à l'intégrer. Donc aller au cimetière, c'est là qu'ils reposent, c'est important. Mais si l'enfant, qu'il le voit une première fois, et puis après, s'il en fait la demande, s'il veut apporter des fleurs, mais ça ne doit pas être une obligation, ça ne doit pas être un rythme imposé par les parents. First Lisa dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un prêtre, puisque un peu psy, qui pourrait parler au père, expliquer que cet enfant... il serait important. Aussi, ils ont. Mais je vous dis, autant ma belle-fille est très ouverte et très souple, et puis elle sait extérioriser, elle sait pleurer quand elle en a besoin, elle sait en parler, elle a des tas d'amis, etc. Autant mon fils est assez fermé et il s'est encore plus renfermé avec cette histoire et voilà. Oui, il est presque dans un déni un peu de réalité, votre fils. Ça. Quand j'entends parler de ces photos, qui doivent l'aider et qui l'aident à, mais c'est comme si le gâteau le jour de son décès, en plus c'est même pas le jour de son anniversaire. Quel anniversaire fête-t-on? Comme si à la fois il y avait une partie de lui. Est-ce qu'on peut comprendre? Un an, c'est très très court pour un tel deuil. Et vouloir donner le prénom aussi, c'est comme si, il était mort, pas vraiment mort. Écoutez, je vous propose Alors, il y a quelques réactions. Il y a Violaine qui dit peut-être qu'il pourrait donner son prénom, mais en second prénom. Ouais, même encore, je crois qu'il faut vraiment... séparer complètement les choses. On va accueillir Bertrande qui est avec nous et qui voudrait vous parler. Bonsoir Bertrande. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, moi j'ai souffert de ce même problème. J'ai mes parents, ça s'est répété 2 fois chez nous. Et il y a eu une première petite fille qui était née en 1938, qui est décédée à l'âge de 2 ans et demi. Une de mes sœurs est arrivée peu de temps après, ils ont eu le même prénom. Bon, il y a eu d'autres enfants. Je suis la dernière de 9. Oui. C'était la 4e. Donc, et le 8e, qui s'appelait Bertrand, est décédé à l'âge d'1 an et demi et la suite pendant la guerre d'une pneumonie. Et moi, je suis arrivée 2 ans après, mais ils m'ont dit Bertrande. Et donc, j'ai toujours eu l'impression que c'était pour remplacer ce petit garçon.
Surtout oui, que maman Bertrand, après, oui, il s'appelait. Surtout qu'après, maman étant très très malade, elle est restée presque un an couchée. Donc j'avais vraiment qu'ils avaient fait un enfant pour remplacer celui qu'elle avait perdu. Vous l'avez ressenti. Ah, mais même petite. J'ai 66 ans et je l'ai toujours ressenti. Hein. Ah ouais. Ça m'a marqué toute ma vie. J'ai toujours eu l'impression d'avoir qu'il y avait une comparaison que... Ah oui. J'ai dit, bon, manque de peau, ils ont une fille au lieu d'un garçon. Donc, ils m'ont donné le prénom de Bertrand. Alors qu'il s'appelait Bertrand. Mais j'ai eu du mal à l'accepter. Oui, c'est pas un prénom très, très courant, Bertrand. En plus de ça, non. Oui, bon, oui, donc c'est très symptomatique. Ben oui, mais il s'appelait Bertrand. Oui. Voilà. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était pour remplacer. Et j'en ai parlé dernièrement avec ma sœur aînée, qui elle a 88 ans. Et j'ai dit, mais j'ai toujours eu cette impression, et j'en ai parlé à une psychologue, parce que ça me tarabustait l'esprit, ça m'encombrait la tête, de dire vraiment, j'ai l'impression d'avoir été le remplaçant. Hein, vivre par procuration. Et voilà. Oui. Et c'est très difficile, parce que l'enfant qui est mort, enfin, il va rester comme souvent dans les deuils, hein, comme ça, fortement, très idéalisé. C'est l'enfant qui est magnifié, sublimé. Donc l'enfant réel, qui était très mignon, très. Bon, oui, mais l'enfant réel, à un moment, il va pouvoir faire des bêtises, ou on va être déçu par telle ou telle attitude. C'est un enfant dans la réalité, c'est-à-dire il fait des choses, alors que l'autre il reste sur un inaccessible. Enfin, il reste complètement idéalisé, et la comparaison, on ne peut qu'en souffrir. Ah, c'est vraiment terrible. Hein, je dis vraiment, jamais une personne, je souhaite qu'elle ne le fasse pas, parce que pour cet enfant quand il aura l'âge de raison, qui comprendra qu'il a le même prénom que son frère décédé, ça va être terrible. Vous dites ce que vous dites, Bertrand, c'est que vous l'avez compris bien avant d'avoir l'âge de raison. Vous sentiez que vous n'étiez pas je sentais investi pour ce que vous étiez, pour vous. Mais ça m'a marqué. J'étais capable de rien, j'étais pas à la hauteur. J'ai quand même fait des études, j'ai quand même eu passé un diplôme, mais je me suis toujours sentie redevable, qu'il fallait que je m'impose, parce que fallait que. Mais vous pouviez jamais être à la hauteur déjà, parce que vous étiez une fille et pas un garçon, donc. Votre sexe, c'est ce que je disais tout à l'heure, aurait pu vous protéger, mais en même temps, du coup, c'était la déception. Parce que on attendait, et c'est pas lié à vous, il aurait fallu un garçon pour remplacer votre frère, mais dans les faits, heureusement qu'on n'est pas interchangeable. Et c'est ce que je vous disais aussi, Martine, c'est-à-dire que par rapport aux autres enfants, il est très important qu'ils aient conscience qu'ils sont uniques pour leurs parents. Parce que c'est ça qui est important. Depuis l'enfance, j'avais pas eu cette impression. Mais non, bien sûr que vous ne pouviez pas l'avoir. Puisque quand on est l'enfant de remplacement, on n'est pas investi pour ce que l'on est soi. Or, un enfant, même dans une grande fratrie, a besoin de se sentir unique aux yeux de ses parents, d'être différencié des autres. Donc déjà, ça commence par le choix du prénom. On ne donne pas un prénom... les enfants leur donnent des prénoms différents dans une fratrie. C'est-à-dire que pour mon autre sœur, c'était une fille. Après, ils ont donné le même prénom aussi. Et c'est pour ça qu'il faut dire à votre fils, Martine, que si ce petit garçon était arrivé, non pas dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire dramatiques, après la mort de son frère, s'il était arrivé parce que, après tout, la vie aurait pu faire qu'ils aient un 5e enfant, est-ce qu'il lui aurait choisi le même prénom que son frère ? Absolument. Donc, dire que le prénom, ça détermine que voilà, c'est cet enfant-là qu'il est unique et il a besoin de se sentir unique. Et oui, pour qu'il affirme sa personnalité, il faut absolument... Bien sûr. Et moi, je l'ai éteinte, ma personnalité, pendant longtemps. J'ai refusé de la montrer. Et oui, parce que vous vouliez être aimé. Voilà. Donc, essayez de correspondre à ce que vous perceviez qu'on attendait de vous. Voilà, exactement. Il y a eu des exemples célèbres d'enfants de remplacement. C'est Lilou aussi qui parle de Salvador Dali, qui a vécu ça. Il y a Camille Claudel. Oui. Bon, alors,
si vous voulez, Salvador Dali, ça a donné dans le côté, ça a été un génie, il a pu développer, heureusement qu'il a eu cet aspect-là, parce que sinon il aurait pu basculer dans la folie, hein, avec quelque chose. Camille Claudel, bon, malheureusement, c'était un génie dans son domaine, mais la folie n'était pas très loin, hein, donc. Oui, ça j'ai lu son histoire. Bon. Donc, si vous avez de la chance d'avoir réussi à vous construire, d'avoir une personnalité structurée, mais c'est vrai que parfois, ça peut mener, il y a eu des exemples comme ça plus tragiques où de ne pas trouver sa place, ça peut créer des troubles vraiment psychologiques. Hein. Alors, vraiment, je souhaite qu'il ne le fasse pas parce que Qu'ils ne le fassent pas, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le prénom. Je pense que là maintenant c'est acquis. Ils ont compris. C'est acquis, mais il se trouve que ce petit garçon avait un prénom court et qui apparaît très souvent dans des prénoms composés. Donc à mon avis, le prénom va ressortir dans un nom composé. Qu'ils le mettent en deuxième prénom et qu'ils trouvent en deuxième prénom, mais il fera partie de. Je veux pas donner le nom de l'enfant, mais je veux dire. Vous savez, ces prénoms courts qui sont accolés à un autre, je sais pas, Paul et Jean-Paul. Bien sûr. Mais évitez les comparaisons, essayez, si vous pouvez, puisque vous êtes très conscient de cela, de déceler ce qui caractérise un peu cet enfant, dans sa personnalité, des petites choses comme ça, mettez-le en avant. Vous voyez, quand vous allez percevoir des petites choses, si c'est tout ce qui le caractérise lui, de le mettre en avant sous forme d'adjectif, sous forme pour bien être dans une différenciation. Et puis, si votre belle-fille vous semble elle plus a pu traverser, enfin exprimer son chagrin, sa peine, avec elle, vous pouvez en parler pour que de son côté, elle puisse dire à son mari, à votre fils, qu'il serait important qu'il ait un lieu pour parler et justement pour pouvoir parler de son fils parce qu'il en a besoin, parce qu'il doit avoir l'impression que sinon toutes ces photos, c'est une façon de dire qu'il a existé. Oui, bien sûr qu'il a existé et c'est important aussi pour les petites filles. C'est pas parce qu'on est mort qu'on ne peut plus parler de la personne disparue et avoir un lieu pour en parler, vraiment parler de lui, ça lui aiderait à faire la part des choses entre ce deuil terrible qu'il a à faire et ce besoin de parler de son fils et accueillir ce petit bébé qui est un nouvel enfant. C'est pas la même chose, hein, c'est pas un dédoublement. Hein. Ah. Non, mais c'est important d'en parler et puis si vous percevez effectivement des choses encore à la naissance ou ne pas hésiter à redire qu'il serait important pour cet enfant, pour son équilibre, qu'il n'y ait pas de comparaison. Ouais. Vous pourrez me rappeler pour me donner de vos nouvelles quand le bébé sera là. Je vous dirai comment les choses n'hésitez pas à me donner des nouvelles et on pourra en reparler ensemble. Hein. Merci beaucoup. Merci Martine. On souhaite quand même beaucoup de belles choses pour la naissance de cet enfant et merci Bertrande d'avoir témoigné. Merci. Quand on peut apporter un témoignage qui peut être, et c'est tellement important dans une vie, un prénom, on peut pas le changer comme ça. Donc oui, il y a toute une symbolique. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.